Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette journée qui débute sur le thème, vous l'avez entendu, le Rhône, un fleuve dompté, perspective historique et économique des corrections du Rhône. Nos aïeux ont corrigé le fleuve à la force de leurs bras et nous ont laissé en héritage une plaine fertile, accueillante, exploitable et habitable. Ce Rhône, c'est tout d'abord un héritage, mais aujourd'hui surtout un patrimoine à conserver. Et comme il faut commencer par le commencement, nous avons décidé, avant de développer les perspectives du grand chantier R3, avec vous, Tony Arborino, ingénieur en charge de la protection contre les crues du Rhône, nous avons donc décidé de vous parler de ceux qui se sont plongés dans l'étude de l'histoire de la plaine rhodanienne et des relations qui unissent les Valaisans à leur fleuve depuis la période médiévale jusqu'au milieu du XXe siècle. Nous allons le faire en compagnie de Muriel Borja-Teller, historienne, qui assure la coordination des projets culturels et de formation en lien avec le Rhône. Et vous, Gabriel Binder, historien et sociologue, bienvenue à vous trois. C'est parti avec le Rhône entre histoire, mémoire et correction. C'est le petit déjeuner du jour. Muriel Borja-Teller, quel est le visage de cette plaine du Rhône à l'époque médiévale, on dira autour du XVe siècle? Bonjour. Alors autour du XVe siècle, le Rhône, c'était vraiment différent d'aujourd'hui. On avait beaucoup de forêts dans la plaine, des forêts qui ont été coupées surtout au XIXe siècle. Entre Fuy, Martigny, Saxon et Saillon, on avait même des dunes de sable qui étaient recouvertes de pins, d'arbres, de genévriers. C'était quelque chose d'assez magnifique. Il y avait beaucoup de lits secondaires, de bras. C'était un Rhône en tresse, pas un Rhône comme on le connaît aujourd'hui, un canal. Donc c'est vrai que le paysage était totalement différent. Très clairement, où vivent les gens dans cette plaine? Clairement plutôt éloigné du Rhône, au bas sur les coteaux, sur les cônes de déjection, mais pas à côté du fleuve, ça c'est certain. Ils ont trop peur des inondations. Alors quel lien l'homme entretient avec ce Rhône? Alors c'est un lien quand même important, parce que la plaine n'est pas qu'un grand marécage, comme on a pu le dire souvent. C'est un lieu qui est exploité. C'est un lieu très important pour l'économie agro-pastorale de l'époque. Il y a des pâturages. Il ne faut pas oublier que, par exemple, dans la région de Fuy, vous n'avez pas beaucoup de Mayens. Donc les pâturages au bord du Rhône étaient indispensables pour nourrir les animaux. On sait que les gens avaient même des prés privés. C'est les dernières recherches aux archives cantonales qui l'ont montré. Les gens avaient beaucoup de prés privés aux abords du Rhône. On avait les pâturages communs, les prés privés, il y avait des cultures, des jardins au bord du Rhône. Donc c'était une plaine qui était exploitée. Alors si on prend dans la littérature, on retrouve souvent que ce fleuve était considéré à l'époque comme tranquille. On dit de lui qu'en hiver, un simple roseau pouvait le dévier de son cours. C'est juste lors de la période des hautes eaux entre mars et octobre, plutôt mai et octobre, il faut bien s'imaginer qu'il y avait beaucoup de sédiments qui étaient charriés par les affluents, apportés par les affluents. Et tous ces sédiments, tous ces graviers, ce sable, faisaient que le Rhône s'exhaussait petit à petit. Et quand il s'exhaussait, il créait de nouveaux bras dans la plaine. Donc effectivement, on peut dire qu'il changeait souvent de lit. C'était quelque chose d'assez courant. Alors en termes d'image, si on se réfère un petit peu à ce que l'on peut vivre aujourd'hui, si on se balade entre Loècheville et Sierre, est-ce que cette ambiance-là, est-ce qu'elle pourrait nous dire que c'est un peu la même chose avec ce fleuve qui cherche son chemin avec plusieurs bras? C'est juste, c'est un peu la même chose. On a la chance, dans la forêt de Finge, c'est une zone qui est restée plus ou moins épargnée parce qu'il y a le torrent de l'île Graben. Et c'est un torrent qui charrie des quantités énormes d'alluvions et de sédiments, donc on n'a pas pu, autant qu'ailleurs, endiguer le fleuve à cet endroit. Mais c'est un endroit toujours à cause de l'île Graben, qui a une forte pente entre la Souste et Sierre. Donc on ne peut pas comparer cette région-là aux autres régions. Si vous prenez la région entre Ried et Martigny, par exemple, il y a beaucoup moins de pente. Donc on peut imaginer une zone avec encore beaucoup plus de bras et justement de collines, de dunes, comme j'ai expliqué avant. Donc on retiendra de loin par rectiligne. Oui. Alors vous êtes historienne, vous basez vos études sur des documents
À quand remontent les premières preuves écrites et puis quel enseignement tire-t-on? Alors, les premiers documents écrits sur le Rhône aux archives cantonales, c'est en 1307-1317. C'est surtout des documents sur les conflits entre les communautés. Parce qu'il faut bien se dire que justement, comme ce Rhône changeait souvent de lit, ça bouleversait un équilibre qu'il y avait entre les communautés, ça bouleversait des frontières communales. Tout à coup, une commune qui avait un pâturage d'un côté du fleuve retrouvait son pâturage de l'autre côté du fleuve après une crue. Donc il y avait sans cesse des conflits à propos des barrières qu'on édifiait aussi, qui étaient les digues de l'époque, avec du bois, des pierres. Donc toutes ces traces de conflits sont conservées parce qu'il y a eu des sentences, il y a eu des procès, et on peut étudier tous ces conflits. Ça nous apprend beaucoup sur les relations des riverains avec le fleuve dès le Moyen-Âge. Déjà un enjeu majeur. Il Effectivement. déterminait, il rythmait la vie des gens. C'était un grand problème politique, on peut dire déjà à l'époque, parce que justement, on aurait dû avoir un esprit de coordination, une cohésion d'ensemble. Et à l'époque, comme c'est les communes qui avaient le pouvoir, c'est les communes qui décidaient de la correction du Rhône, forcément, chaque commune défendait ses intérêts. Et puis voilà, quoi. Il n'y avait pas cet esprit d'ensemble, on n'avait pas cette dynamique qui est importante. Alors les choses changent, Muriel, dès la fin du Moyen-Âge. Le Rhône se montre de plus en plus menaçant. Une période froide connue sous le nom du petit âge glaciaire débute. Les précipitations sont plus élevées avec sa force grandissante et ses trajectoires instables. Le Rhône menace de plus en plus régulièrement les activités humaines. Le fleuve et l'homme entrent en concurrence. Êtes-vous d'accord avec ce constat ? Oui, c'est juste les effets du petit âge glaciaire, on peut les voir dans les sources. J'ai en tête une source de 1350, je crois. Sous Saillon, il y avait un seul pont qui était important. Et tout à coup, c'est un peu la panique. On écrit au comte de Savoie, à qui appartient Saillon. Et on dit, mais il y a un problème. Tout à coup, on a plusieurs bras, il faut construire plusieurs ponts sous Saillon. Et ça, c'est typiquement un des effets du petit âge glaciaire, parce que comme les torrents, les rivières charrient des quantités énormes de sédiments dans le Rhône, le lit du Rhône va s'exhausser et ça va créer plusieurs bras. Donc on le voit dans les sources, on peut mesurer ce type d'incident. À quel moment est-ce qu'on imagine l'endiguer? Est-ce qu'on se pose la question à cette époque? À quel moment est-ce qu'on imagine? À quel moment on va parler de l'endiguement? De l'endiguement. La première idée d'un fleuve rectiligne, ça apparaît dans les sources en 1546, parce qu'en 1545, il y avait une terrible inondation entre Martigny et Ried. C'était un lac, carrément, tous les pâturages étaient dévastés. Donc on s'est dit, il faudrait faire un fleuve rectiligne. Les idées, on les a, les connaissances, on les a. Ce qui manque finalement à l'époque, c'est les moyens techniques et les hommes pour mettre en œuvre ces travaux. Vraiment, on avait déjà des connaissances de la dynamique fluviale? Oui. Moi, je pense qu'ils étaient très observateurs, que ce soit les paysans qui travaillaient dans la plaine, que ce soit les experts des tribunaux. Ils avaient l'habitude avec tous ces conflits, finalement. Le problème, après, c'était de trouver une solution, j'allais dire, politique pour régler ça, je dirais, ensemble. Et c'est ce qui manquait, plutôt. Mais les connaissances, on les a. On voit qu'ils observent très bien la nature et qu'ils savent ce qu'il faut faire. Ils ont des idées. On dit des choses qu'on peut faire aujourd'hui, de commencer à creuser un canal, un lit, en espérant que le Rhône continue à creuser lui-même. On sait que ça peut se faire aujourd'hui, mais c'est simplement la volonté politique, je veux dire, qui manquait. Gabriel Binder, les crues de la fin du 19e et du début du 20e sont particulièrement dévastatrices, on le comprend, de plus en plus violentes. Ces désastres fragilisent l'économie valaisanne, une économie qui supporte mal les interruptions de trafic dues aux crues du fleuve. Marchands et voyageurs n'apprécient guère les contretemps. La crue de 1860 sera déterminante pour le lancement des premiers travaux d'endiguement. Monsieur Binder, que se passe-t-il entre la fin du Moyen-Âge et la première correction du Rhône? Quelles sont les raisons qui poussent les autorités, finalement, de décider en 1860 d'endiguer le Rhône? Alors, bonjour. Le tableau présenté tout à l'heure de la relation au Rhône et à la plaine du Rhône dans le Moyen-Âge est tout à fait celui qui existe au début du 19e siècle. Mais moi, j'avais fait aussi cette lecture que tu viens de faire, Fabien, chez
Le peuple du Valais de Louis Courtion, où en fait il dit le Moyen-Âge s'est arrêté en 1860 lorsqu'on a creusé le Rhône, et puis grâce à l'endiguement du Rhône, on a pu partager des terres et puis on a pu mettre en exploitation les terres agricoles. Et puis comme mon père était agriculteur dans la plaine du Rhône et on avait des terrains au Grand Botsa, au Brésil, qui avaient été retirés du Rhône, je me dis, je veux vraiment travailler. Qu'est-ce qui s'est passé, cette révolution de 1860? Alors, elle n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que ma grande surprise, ma première grande surprise, c'était de constater qu'il y avait des activités agricoles dans la plaine du Rhône, il y avait des conflits autour des terres du Rhône, il y avait, j'ai trouvé des actes, on achetait des terrains dans la plaine, on les revendait, les étangs qui sont toujours présentés comme quelque chose qui ne vaut strictement rien, hein, au mètre carré, ils étaient vendus parfois plus cher que ce qu'ils appelaient les glariers, ces terres un peu graviers à côté, on utilisait les étangs, donc il y avait toute une activité économique. C'est la première, un peu ma surprise. Il y avait, on voit ça aussi parce qu'on trouve, c'est le même type de source au 19e qu'au Moyen-Âge. Hein. On va retrouver dans les communes des gens qui ont des amendes parce qu'ils ont volé des poireaux, ce qui permet de dire, il y avait des poireaux. Vous voyez un peu le principe, c'est que personne s'est mis à décrire le Rhône, donc, et l'activité, il faut vraiment aller la chercher dans les marges, dans les procès, dans les conflits, dans les amendes, dans ces choses-là. Donc il y avait une activité économique, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y avait déjà eu des partages de ces communaux. Ces communaux dans la plaine du Rhône, ce que vous avez dit, les Mayens ou les alpages, hein, donc il y avait, pour les Valaisans, c'est un peu difficile d'admettre qu'il y ait des alpages à la montagne, à 2000 mètres d'altitude, puis il y avait des espèces d'alpages communaux dans la plaine du Rhône. Et ces communaux étaient à disposition du gros bétail. Et qui dit gros bétail, dit gros propriétaire. Parce que dans la société agricole, on va dire comme ça, les riches paysans ont du bétail et des domestiques, les pauvres paysans ont du petit bétail, ont des chèvres ou des moutons, et les paysans pauvres sont domestiques. Donc vous avez des conflits entre communautés, mais vous avez beaucoup de conflits à l'intérieur des communautés. Parce que là aussi, j'étais rentré comme vous tout à l'heure, je dis, oui, il y a des conflits entre les communes, mais tout à coup, je vais voir qu'il y a des conflits énormes à l'intérieur des communes à propos des terres du Rhône. Mais je vais juste vous dire, par exemple, de Saussure, en 1779, dit les communaux dans la plaine du Rhône manquent complètement leur objectif, puisqu'ils sont tous à l'avantage des riches et ils ne sont rien à l'avantage des pauvres. Bien entendu, puisque c'est communal, mais pour pouvoir y aller, il faut des vaches, et si vous êtes pauvre, vous n'en avez pas. Donc, ce que je vais trouver, d'accord, c'est que dans les années, au milieu du 19e siècle, donc bien avant l'endiguement du Rhône, je trouve une pétition qui est signée, comme ça, des pauvres de Fuy. Et puis ils écrivent au Conseil d'État en disant, nous, on veut qu'une partie des communaux soit distribuée. Puis la commune dit, écoutez, c'est pas possible, c'est trop compliqué, on a besoin des bois, des forêts pour pouvoir l'endiguer. Il y a des conventions qui empêchent. Hein. Et puis les pauvres de Fuy, avec un avocat, d'accord, ils répondent au Conseil d'État une fois, deux fois, puis après ils disent, c'est pas tellement compliqué, on n'a rien qu'à faire comme en 1814. Donc peu à peu, je vais voir que ces partages, qui étaient toujours présentés comme arrivant après l'endiguement du Rhône, ils existaient déjà avant. Donc des enjeux, il y a de véritables enjeux territoriaux déjà à l'époque, mais l'élément, M. Binder, qui déclenchera cette volonté politique de se dire maintenant... Alors voilà, j'arrive. Donc on a un Rhône agricole, vous avez à peu près tous les 20 ans ou tous les 30 ans des affirmations qui disent on va tirer le Rhône en droiture, on va corriger, on va tout taluter, on va saigner les terres. Donc il y a ce projet qui est un projet agricole en disant en corrigeant le Rhône, on pourrait améliorer l'agriculture. Il y a même des gens qui diraient si le Rhône était endigué, puis si on avait toutes ces plaines, on n'aurait plus besoin d'aller dans les plaines céréalières, on n'a plus besoin d'aller en Argentine, l'Argentine serait ici au cœur de la vallée. Voilà, ça c'est un projet agricole. Mais ce qui va faire que le Rhône est endigué, c'est un acteur absolument nouveau dans la plaine du Rhône, c'est le chemin de fer. Parce que lorsque le Rhône déborde, comme vous avez très bien expliqué, le Rhône déborde, il amène un peu de l'immonde, du sable, c'est un peu une catastrophe pendant 6 mois, une année, ensuite vous avez la végétation, les jardins repartent de plus belle, et puis finalement c'est une activité, je dirais, c'est un peu comme en Camargue, on sait vivre avec les crues. Par contre, quand vous avez un chemin de fer qui est inauguré en grande fête parce qu'il est arrivé à Martigny, puis ensuite une énorme fête parce qu'il arrive à Sion, puis 2 ans plus tard, le chemin de fer est ensablé,
donc, pour le chemin de fer, il fallait endiguer le Rhône. C'est le nouvel acteur. Le deuxième grand changement, c'est que le Valais fait partie, cette fois-ci, de la Confédération, et c'est plus le canton. On avait pensé à un moment que c'était l'empereur, que c'était Napoléon qui allait tout corriger. Non, mais là, le deuxième acteur nouveau, c'est la Confédération, ses ingénieurs, ses lois, ses règlements et sa caisse. L'argent, nerf de la guerre. Ce sera la seule à décider, c'est la Confédération toute puissante. Elle arrive à imposer son projet aux Valaisans, notamment aux bas Valaisans. Pas de révolte. Non, je dirais un peu. D'abord, les Valaisans vont pleurnicher, puis vont dire aidez-nous, aidez les inondés du Valais. C'est ça la pétition du canton, aidez les inondés valaisans. Et puis c'est une lettre absolument magnifique en disant, qui décrit le Valais, mais vraiment comme la terre hostile. Alors, dans cette lettre, il dit on a déjà des tremblements de terre, on a des avalanches, on a donc une description d'un territoire absolument horrible. Et puis il dit si vous n'aidez pas le Valais, ce maillon faible, cet enfant blessé, c'est comme ça que c'est décrit. Hein, tous les Valaisans finiront par partir en Argentine. Voilà. Ça marche. Et la réponse du Conseil fédéral est d'une sécheresse mais terrible. Elle dit il n'y en a pas question. Il n'est pas du tout prévu dans la Constitution qu'on aide un canton. Par contre, si vous voulez corriger le Rhône, et parce que ça montre aussi tous les rapports avec la latte et tout ça, et modifier l'aménagement du territoire, et notamment en montagne, alors à ce moment-là, on est d'accord de vous aider. Mais il y a des conditions, et ensuite ils iront même plus loin, ils diront mais les chefs des travaux seront fixés par la Confédération. Est-ce qu'on a l'argent pour payer? Est-ce que les bourgeoisies, les communes valaisannes, elles sont appelées à contribuer, hein? Est-ce qu'elles ont l'argent? Alors c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'on est dans un projet radical, je veux dire, au vrai sens du terme, parce que c'est l'idée du progrès, mais les communes de montagne disent, nous on n'a pas d'argent, on a assez de soucis, on a les bis, d'accord? Donc on dit c'est un problème qui concerne uniquement les communes de plaine. Et les communes de plaine disent, mais nous, on ne pourra jamais financer ou participer. Et on leur dit, mais vous participerez en corveille. Donc c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que la corveille, qui est vraiment le symbole de la société de l'Ancien Régime, vous êtes membre d'une communauté parce que vous participez aux corvées, et en participant aux corvées, vous avez droit aux bénéfices. D'accord ? Ce système-là, c'est ce système qui va être retenu pour une partie des travaux. Alors vous imaginez, puisqu'on a parlé de Fuy, puis c'est une commune que j'avais bien étudiée, la commune de Fuy, elle a à peu près 9 km de Rhône endigué, puis elle dit, mais nous, on n'a même pas de pierre, on n'a pas de matériel, puis on n'a pas d'humains. Et puis là, ils disent, oui, mais vous n'allez pas compter les femmes et les enfants dans les forces d'endiguement. Voilà ce qui est assez extraordinaire, c'est ça, c'est que comment la solution au problème, elle est radicale, c'est-à-dire c'est la Confédération qui édicte des lignes, puis comment la mise en œuvre, elle fait appel aux ressources et aux méthodes du Moyen-Âge. Les travaux débutent en 30 ans, de Brigue au Léman. Le Rhône est dompté. L'endiguement systématique du fleuve, puis l'assèchement des zones humides sont à l'origine du développement de l'agriculture intensive dans la plaine du Rhône. Pour reprendre votre formule, Gabriel Binder, le Valais passe de la Camargue à la Californie. Pourquoi cette image ? Alors, pourquoi cette image ? Parce que dans les descriptions que j'ai trouvées, notamment une de Charles Lantéric, mais d'autres descriptions de la plaine, plusieurs fois j'ai trouvé c'est une Camargue alpine. Vous enlevez les Alpes et on se croirait en Camargue. Vous avez des descriptions en disant il y a des étangs, il y a des taureaux sur ces dunes. Donc il y a vraiment des descriptions et j'ai pris cette description, la Camargue. Et puis pourquoi la Californie ? Parce que j'ai regardé aussi comment aujourd'hui Saxon, Fuy se décrivent, ou comment on a rebaptisé les terres gagnées sur le Rhône, la Californie, le Brésil. Et puis Fuy, pendant très longtemps, disait on est la petite Californie de la Suisse. Pour rendre hommage à Jacques Grange qui disait oui, mais vous êtes la petite Californie de la Suisse, mais avec la construction de l'autoroute, les zones qui s'étendent et tout, vous êtes devenu le Chili de la Suisse, parce qu'il n'y a plus qu'une petite bande qui est libérée ou libre pour l'agriculture. Alors on va demander à l'ingénieur Anthony Arborino, est-ce que cette correction, la première, est-ce que c'est un succès en termes de sécurité? Est-ce que cela fonctionne? C'est un succès d'étape, puisqu'en fait elle a permis de fixer les digues déjà à l'époque, en 1860, où elles se trouvent encore aujourd'hui.
de resserrer le cours d'eau, de le tirer en droiture, comme ça a été dit. Mais ce sont des travaux qui devront être complétés par une deuxième correction qui va améliorer les questions de transport des matériaux solides, avec des gravières aussi. Et aussi un système finalement d'aménagement de la plaine agricole avec des drainages dans la plaine du Rhône, parce que la première correction, en constituant des digues, avait l'inconvénient de bloquer tous les affluents qui voulaient rentrer dans le Rhône et qui se trouvaient isolés du Rhône parce qu'il y avait une digue de 2 mètres entre le torrent et le Rhône qui n'était plus le point bas de la plaine. Donc tout le système a dû être revu à la hausse à partir de cette première correction du Rhône. Alors on engage les travaux de la deuxième, il faut procéder à de gros travaux sur le tracé existant. Le canton du Valais se tourne une nouvelle fois vers la Confédération et lui propose ce fameux projet de deuxième correction du Rhône. Alors finalement, pourquoi cette deuxième ? La deuxième correction du Rhône avait pour but principal de régler les questions de remontée du fond du Rhône. Les affluents, il faut savoir que, bon an, mal an, ils amènent de l'ordre de grandeur de 200 000 m3 de matériaux, gravier, sable, au Rhône. Le Rhône, tout resserré qu'il était avec la première correction du Rhône, transportait de l'ordre de 20 000 m3, un petit 10%. Le reste, les 90%, se déposaient au fond du Rhône. Même si on a resserré le Rhône avec la deuxième correction, c'est finalement les gravières qui vont extraire ces 200 000 m3 chaque année pour produire du béton, du gravier et du béton depuis les années 60, qui va équilibrer ce bilan entre ce qui vient des affluents, ce qui peut être transporté par le Rhône jusqu'au Léman, et ce qui finalement est pris par les gravières pour fabriquer des routes et des maisons. Gabriel Binder, à ce moment, est-ce qu'on corrige le Rhône ou son territoire ? Alors, c'est assez intéressant parce que vous avez 3 corrections du Rhône et puis chaque correction du Rhône ne dit pas son nom, quoi. La première, elle veut croire, on veut faire croire que la première correction du Rhône, c'est une correction agricole. En fait, la première correction du Rhône permet les 2 industries du Valais autour du chemin de fer, c'est l'industrialisation de la plaine et c'est le développement du tourisme, la première correction du Rhône. La deuxième correction du Rhône, c'est un projet qui est agricole. Et la troisième correction, celle dont on parle aujourd'hui, c'est plus un projet agricole. Il n'y a plus d'agriculture où elle est tellement microscopique, c'est un projet immobilier, on va dire. C'est pour garantir le patrimoine immobilier dans la plaine du Rhône. Alors, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous avez des acteurs à chaque correction qui apparaissent, on est des fois surpris de voir qui apparaît. On aurait pu penser que les promoteurs immobiliers, que les propriétaires se rendent compte de l'importance de la troisième correction du Rhône et se mobilisent, puisque c'est un projet immobilier, mais non, c'est les agriculteurs qui se mobilisent. Dans la première correction du Rhône, vous avez de nouveau des tensions énormes. C'est les grands districts radicaux du canton du Valais, donc le district de Monté et le district de Martigny, qui s'opposent à la correction du Rhône parce qu'ils ont compris que si le Rhône est endigué, le chemin de fer ira jusqu'au Simplon, et eux, ils avaient une version alternative, c'était le Martigny-Ost. Donc, ils vont s'opposer à l'endiguement du Rhône pour ces raisons-là. Ils vont s'opposer en disant, mais nous, on a déjà fait beaucoup de travaux autour de la Drance et tout, on les a financés nous-mêmes, on ne voit pas pourquoi on va financer les Hauts-Valaisans. Ils vont s'opposer aussi en disant, c'est un canton catholique, il y a des quantités de jours fériés, les Valaisans ne travaillent pas, alors plutôt qu'aller demander des subsides, il ferait mieux de les mettre au travail, donc on accepte la correction du Rhône à la condition que vous supprimez les jours chômés. Donc qu'est-ce qui est assez intéressant à travers ces exemples, c'est de voir que lors du débat politique, les vrais arguments sont rarement sortis, et ce n'est pas les bons acteurs. Ce n'est pas les bons acteurs qui prennent part, qui animent la campagne. Si je reprends le cas de nouveau des agriculteurs, la valeur du patrimoine agricole par rapport à la valeur du patrimoine immobilier dans la plaine du Rhône, c'est sans commune mesure. Ça doit être un rapport de 1 à, je ne sais pas, tu as posé des chiffres, de 1 à 10 000, je crois, l'ordre de grandeur. Donc ceux qui possèdent le 1/10 millième, c'est eux qui agitent et qui animent la campagne, puis ceux qui possèdent tout le reste, les industries, ne se font pas entendre. Alors je vais revenir à Tony Arborino sur ses travaux de deuxième correction qui débutent en 1932 et qui durent 30 ans. Cette correction du fleuve donne à la plaine son aspect actuel, tel qu'on le connaît tous, à partir d'un paysage fluvial encore relativement naturel, l'agriculture intensive, vous l'avez dit Gabriel, les zones industrielles et surtout résidentielles gagnent désormais rapidement du terrain. Aujourd'hui, 70% de la population valaisanne vit en plaine. Alors, si le pire, on en arrive à ces situations que nous avons tous connues, si le pire a été évité lors des crues de 87 et 1993, les inondations d'octobre 2000 ont démontré à quel point les risques de débordement et de rupture de digues sont de réels dangers pour la plaine et ses habitants. Tony Arborino, nous y sommes, c'est les travaux de la troisième correction
du Rhône qui ont débuté à Viège et dans le Chablais. Exposez-nous cette stratégie cantonale contre les crues du Rhône et surtout ses conséquences. Volontiers. Alors pour commencer, peut-être un petit coup d'œil dans le rétroviseur sur notre héritage dont on a parlé jusqu'à maintenant. C'est ça, ces grands travaux d'assainissement de la plaine. Il faut se rendre compte qu'on a coupé la forêt, qu'on est venu assainir toute la plaine avec des nouveaux canaux, en approfondissant les canaux. On est venu aussi finalement tourner les terres, les fertiliser, les ensemencer. Donc ce travail donne une valeur patrimoniale, une valeur affective au terrain gagné sur le fleuve qui est extrêmement élevée. La conséquence, c'est celle qu'on voit dans ces images. En haut à gauche, vous avez la plaine du Rhône à Vissiguen, rive gauche du Rhône à Sion, au moment de la deuxième correction du Rhône. On est en 1950. Et à droite, le même secteur aujourd'hui. La raison de la troisième correction du Rhône, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, on doit protéger une plaine qui est complètement différente de celle qu'on connaissait au moment de la deuxième correction du Rhône. C'est pour ça qu'on a besoin d'un surplus de sécurité parce qu'on protège des dégâts potentiels qui sont de l'ordre de 10 milliards de francs. Aujourd'hui, donc, on a un cours d'eau qui a été fortement endigué par la première, deuxième correction du Rhône, sauvage sur la vallée de Conches, mais très rapidement, quand on arrive ici, secteur de Viège par exemple, le cours d'eau traverse des gros centres industriels avec des dommages potentiels, des concentrations de personnes qui sont extrêmement élevées. Il traverse la ville de Sion, notamment dans le Chablais, on a des situations identiques aussi. Alors, la situation de danger, on la connaît malheureusement à cause de la crue d'octobre 2000. Alors juste pour revenir sur cet événement, une petite compilation de ce qu'on a vu à l'époque. Le Rhône est complètement sorti de son lit et il a envahi les voies de chemin de fer, les zones industrielles, les zones d'habitation. Le Rhône a rarement montré un débit si dévastateur. Il a roulé hier jusqu'à 1400 mètres cubes par seconde, 3 fois plus qu'une crue normale. À Sion, le Rhône a débordé en plusieurs endroits. À La Souste, près d'Alus Suisse, à Chipis également. En de très nombreux endroits, les habitations sont inondées, les industries sont inondées. La police cantonale a pris décision de fermer successivement l'autoroute, tout d'abord entre B et Martigny, puis ensuite entre Villeneuve et Ried. Donc la difficulté, c'est finalement de régler un problème qui est extrêmement large géographiquement. On parle d'une situation de danger de Brigue jusqu'au Léman, de manière rapide et de manière durable. Alors pour ça, on travaille sur une stratégie à 3 axes, la prévention, l'intervention et la construction. D'abord, faire de la prévention, c'est essentiel, ça permet de sauver des vies. Comment est-ce qu'on fait? Première chose, on essaye de comprendre et de connaître comment se produisent les crues du Rhône. Ici, l'exemple d'une simulation de rupture de digue sur le secteur de Vissiguen. On voyait tout à l'heure, chaque fois que l'image bouge, c'est 5 minutes de temps réel, c'est un film accéléré. Voilà comment se développe, à partir d'une rupture de digue, l'inondation dans la plaine du Rhône, ici à l'exemple du secteur de Sion. On a illustré aussi ces éléments pour sensibiliser la population. Par exemple ici, l'inondation qu'on voit partir à l'aval de Sion sur le secteur de l'aérodrome, parce que finalement, on ne perçoit plus, les gens ne perçoivent plus qu'en cas d'inondation du Rhône, l'eau ne revient pas au fleuve, l'eau part de 4 mètres de haut, elle file dans la plaine, et le fleuve n'est pas le point bas. Le point bas ici, par exemple, c'est l'aérodrome. Donc pour tout le système d'intervention d'urgence, d'évacuation, il faut prendre en compte ces différents éléments. Une fois qu'on a fait les différents calculs dans toute la plaine du Rhône, on est capable de dessiner finalement la zone qui potentiellement est inondée par le Rhône en cas de crue. Alors pas tout en une fois, ça c'est le résultat de la somme des scénarios, ça peut casser en rive droite ou en rive gauche, mais pas tout à la fois. Toujours est-il que dans cette surface de 13 000 hectares, on a 10 milliards de dégâts potentiels, on a 70 000 personnes qui habitent en Valais. Ces zones sont aussi des zones dans lesquelles on donne des préavis de construction en fonction de la situation de danger pour éviter de mettre en danger les nouvelles personnes qui voudraient habiter dans ces secteurs. En théorie, ou plutôt dans la pratique fédérale, les zones de danger élevées, ici présentées en rouge, sont interdites à la construction. Pour le Valais, on a trouvé une exception qui nous permet de continuer de construire dans ces zones. Autre élément de ce premier axe stratégique, c'est l'entretien. Chaque année, on fait de l'entretien du Rhône pour éviter que du limon se dépose ou des arbres viennent empêcher l'évacuation des eaux. Deuxième axe, l'intervention. Dans l'intervention d'urgence, la première chose qu'il faut savoir, c'est quand est-ce que va arriver la crue. Pour ça, on a des simulations de précipitation, des simulations de montée en débit du Rhône. On voit ici, pour qu'il y ait une inondation du Rhône, il faut des précipitations générales sur l'ensemble du Valais, avec une température qui est élevée, parce que si la température est basse, il neige sur une partie du fleuve. Dès qu'on connaît ces prévisions, la première chose qu'on essaie de faire, c'est retenir un maximum d'eau dans les barrages. Ici l'exemple de Matmark. On remonte la vallée du Rhône,
jusque vers la vallée de la Vijpa, Sassar-Vijpa ici. Au fond de la vallée, il y a le barrage de Matmark et on va stocker un maximum d'eau. Le Conseil d'État a la possibilité de donner l'ordre aux barragistes de stocker un maximum d'eau pour éviter des crues dans le Rhône. Alors ça marche, mais ça marche de manière marginale puisqu'on peut comme ça gérer grosso modo au maximum une dizaine de % de la crue du Rhône. Tout ce qui pleut en dessous du barrage finit immanquablement dans le Rhône et suffit à le faire déborder. Pendant les quelques heures qu'on a, pendant lesquelles le Rhône monte en crue, environ 6 heures, on joue aussi l'évacuation de la population. Des exercices sont faits dans toute la plaine, dans tous les secteurs profondément menacés, pour pouvoir garantir l'évacuation de la population en moins de 6 heures. Et finalement, troisième axe, le plus important, le plus visible, la pointe de l'iceberg, c'est la construction de la troisième correction du Rhône. 2 types de mesures. Localement, on va venir renforcer les digues du Rhône avec des parois de métal, comme on voit ici sur l'exemple de Sion, ce qui évite aux digues de céder en cas de crue, mais elles peuvent toujours déborder. Alors pour éviter qu'elles ne débordent, on fait des mesures de plus grande ampleur, comme l'exemple ici sur Viège. Ça, c'est le Rhône qui coule vers l'embouchure de la Vijpa, qu'on voit ici sur la gauche. Et sur tout ce secteur de 8 km, on est en train de réaliser 160 millions de travaux, avec plusieurs machines, comme vous le voyez ce printemps ici, dans le Rhône, qui consistent à abaisser, élargir, renforcer les digues. C'est les 3 types de mesures qui sont mises en œuvre. Donc ça, c'est des travaux qu'on a menés ce printemps. Aujourd'hui, la situation, c'est la suivante. Donc un vol hélico qui remonte le long du Rhône. On voit ici la trace de l'ancienne digue du Rhône. La nouvelle digue du Rhône est ici. Et entre deux, on a fait l'élargissement du fleuve qui va permettre au niveau d'eau de baisser et de traverser la zone industrielle en évacuant les crues extrêmes. La situation future, ça c'est une modélisation, elle sera de ce type-là, puisque le cours d'eau élargi permet aussi d'avoir des éléments plus naturels, plus intéressants du point de vue morphologique. Maintenant, la vision globale du cours d'eau, juste pour se rendre compte, puis amorcer aussi la question de qu'est-ce qu'on peut faire de ce fleuve, parce que finalement, la pointe visible, ça va être le paysage qui va rester de cet aménagement sécuritaire. On aura un Rhône plus dynamique, plus naturel, mais toujours compris entre 2 digues parallèles qui sont sûres et insubmersibles. Quand on travaille sur un secteur, par exemple, comme Sierre-Sion, on prend en compte plusieurs éléments. Sur le secteur de la traversée de Sierre, on retouche la traversée de Sierre-Chipis avec l'idée de construire des quais, des gradins, des nouveaux ponts. Un peu plus loin dans la plaine, on prend en compte la plaine agricole. La troisième correction du Rhône est aussi un projet agricole, puisqu'on accompagne les 2,5 milliards de travaux de la correction du Rhône par 200 millions d'investissements dans la plaine, avec un remaniement parcellaire, un traitement des pentes du Rhône pour pouvoir exploiter par l'agriculture, différentes mesures qui sont prévues tour à tour sur les secteurs concernés par le Rhône. Un travail aussi sur la mobilité douce, avec des voies cyclables, des pistes de promenade, et finalement des secteurs sur lesquels il y aura plus de nature, plus intéressant pour le loisir détente aussi, et des secteurs plus urbains, comme l'exemple de la traversée de Sion que je vais vous illustrer tout à l'heure. Donc les opportunités qu'offre ce grand projet sont absolument énormes. C'est une retouche de la plaine qui est extrêmement rare. Quelques images de ce qu'on peut retrouver sur Sierre une fois le projet réalisé. C'est ce genre d'ambiance. Sur Sion, un projet qui a été développé par la commune et le canton, une vision intégrée du Rhône dans l'état futur, avec un raménagement du cours d'eau sécuritaire, une traversée avec des quais, un raménagement du canal de Vissiguen pour une zone loisir détente à l'intérieur de la ville, sur le secteur amont, une nouvelle place du Rhône à côté du cours d'eau, des images de ce type-là. Et finalement, n'oublions pas la production d'énergie, qui est aussi un grand partenaire de cette correction du Rhône, avec quelques opportunités qui restent, même si on a entendu hier que le projet Hydro-Rhône et ses 10 paliers avaient été abandonnés. Il y a quelques opportunités qui restent, comme par exemple ici à Masson-Jet, où on travaille en collaboration avec les barragistes pour intégrer ce genre de projet dans la troisième correction du Rhône. Tony Arborino, est-ce que ce Rhône restera ce canal d'évacuation? À quand les Valaisannes, les Valaisans s'approprieront ce fleuve? On a évoqué M. Farquet tout à l'heure, les buvettes. Quand est-ce qu'on pourra, une bonne fois pour toutes, être au bord de ce fleuve? Alors nous, on pense que
naturellement, en travaillant avec les communes, qui sont, elles, attentives à ça, en travaillant avec des projets comme vous avez vu sur Sion, sur Sierre, naturellement, les gens vont se tourner vers le fleuve plutôt que dos au fleuve, comme on le voit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a comme paysage aujourd'hui, c'est un paysage assez monotone, voire stérile, et avec le paysage de la 3e correction du Rhône et la participation des différentes communes, on va intégrer tout ça, et finalement, on voit toute l'idée de Sion, c'est de redéployer la zone à bâtir sous gare, entre la voie de chemin de fer et le Rhône, et tourner vers le fleuve avec des gens qui profitent du nouveau paysage fluvial. On est les seuls à ne pas en profiter. Ailleurs, le long du Rhône, on en profite. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples en Europe où les gens profitent des cours d'eau, ne serait-ce que le Rhône à Lyon, par exemple. Mais il faut se rendre compte que l'eau du Rhône est quand même un peu particulière. C'est une eau glaciaire, peu sympathique, froide. Donc, ce n'est pas la même chose que l'Ar dans laquelle on peut se baigner, par exemple. Donc, ça demande quelques précautions. Gabriel Binder. Oui, Rodolphe Töpfer, dans Voyage en zigzag, dénonce le regard touristique en disant les touristes, c'est ceux qui déplacent leur ennui d'une curiosité à l'autre. Et lui-même, lorsqu'il décrit le Valais, il dit de Martigny à Sion, on fait le voyage en char parce qu'il n'y a rien à voir. Okay. Et puis, nous avons eu un mandat avec, moi j'étais à l'école de travail social, avec l'Institut Tourisme. Quel est aujourd'hui l'usage dans le domaine du loisir et du tourisme de la plaine du Rhône? Pas l'usage futur, l'usage d'aujourd'hui. Alors on a fait une espèce d'inventaire en remontant le Rhône. Okay. Puis qu'est-ce qu'on a découvert? Nous-mêmes, moi-même qui vis dans la plaine du Rhône, un nombre impressionnant de structures touristiques dans la plaine. Vous avez, mais souvent du tourisme de masse, low cost, on pourrait dire. Vous avez au Bouvray, ça commence avec le Swiss Vapor Park, etc. Puis vous remontez le labyrinthe qu'on a vu. Voilà. Deuxième chose qu'on oublie, il y a un nombre incalculable de logements touristiques, c'est-à-dire des campings dans la plaine du Rhône. Et puis la troisième possibilité, parce que il faut vraiment avoir une vision de la plaine et du Rhône. C'est vrai que moi je ne crois pas qu'on ira se baigner dans l'eau glacée du Rhône, on ira plutôt prendre une crème glacée sur les bords du Rhône, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez des usages. Alors, beaucoup de gens utilisent les abords du Rhône pour promener les chiens, pour faire du vélo, aujourd'hui déjà. Mais ça, ce n'est pas vu parce que, comme Töpfer de l'époque, les Valaisans, lorsqu'ils pensent au Valais ou lorsqu'ils pensent au tourisme, ils ont toujours les yeux rivés vers la montagne et puis ils ne voient pas ce qui est dans la plaine. Donc il y a vraiment un potentiel. On voit, il y a de l'équitation, il y a du tourisme pédestre, il y a du tourisme, du cyclotourisme, il y a du tourisme gastronomique. J'avais accompagné aussi les offices de tourisme des villes valaisannes pour développer une offre qu'on avait appelée le Valais côté plaine. Il y a vraiment déjà aujourd'hui un potentiel, et ce potentiel va être développé. Des choses qui sont vraiment très curieuses, c'est de voir par exemple à Saxon ou à Fuy, qui étaient présentées comme les grandes communes agricoles, vous avez une bonne partie de la population qui habite en plaine, qui est locataire et qui n'ont pas même un bout de terrain, un bout de jardin. Donc il faut vraiment changer sa vision d'aujourd'hui pour pouvoir avoir un projet pour demain. Gabriel Binder, merci. On va passer la parole au public. Hein, si vous, je resterai des heures à vous écouter. Je suis votre premier fan, mais on va donner la parole. S'il y a des questions, est-ce qu'il y en a? Profitez. Merci. Emmanuel Reynard, j'ai une question pour peut-être les trois. Dans le futur du Rhône, est-ce qu'il est prévu de mettre en valeur une certaine mémoire des crues? C'est des choses qu'on voit justement dans d'autres régions qui ont été affectées, par exemple, par des crues importantes. Je pense à Vaison-la-Romaine ou d'autres, le Vidourle, par exemple, en France, où on essaye de mettre en valeur aussi des traces. Alors, d'un point de vue touristique, c'est parfois un petit peu ambigu, mais au moins ça met en évidence des choses qui sont visibles qu'à quelques moments très précis. C'est quelques heures de téléjournal, et puis ensuite, la majorité des gens n'ont même plus conscience de ce risque.
Je peux peut-être répondre. Il y a un travail sur la mémoire qui est fait à travers la sensibilisation au public, c'est vrai pour les crues, notamment en déposant à l'enquête qui a été faite en 2011 les zones de danger, déjà, pour sensibiliser la population, avec la communication qui a été faite. Après, c'est vrai que des images, par exemple, sur le terrain de niveau de la crue d'octobre 2000, personne n'a posé des plaques. Il y a quelqu'un qui a écrit dans sa ferme le niveau d'eau de la crue d'octobre 2000. En 1948, on connaît des plaques dans la région de Martigny-Charras qui ont été posées pour montrer le niveau d'eau. On a moins cette mémoire qu'on trouve en France, où c'est facilement inscrit contre les bâtiments publics. Mais l'idée de valoriser est une bonne idée. Justement, nous, on est preneurs pour faire de ce Rhône un projet non seulement basé sur les aspects économiques, puisque c'est le moteur de cette troisième correction du Rhône, c'est le fond, mais de faire un projet sur la forme, qui est un projet finalement paysager, urbain, architecturé, social aussi, avec la mobilité, le loisir et la détente qui sont mis en évidence. Donc des idées de ce type sont typiquement quelque chose qui peut être développé. Peut-être une petite réponse. Dans le magnifique texte qu'on a eu tout à l'heure de Raymond Farquet dit « Ce fleuve, en fait, on l'a gommé, il n'existe plus ». Et puis, c'est ça qui est assez impressionnant dans la recherche qu'on avait fait sur le tourisme et les loisirs dans la plaine du Rhône, c'est voir qu'on a gommé le fleuve de l'imaginaire, exemple de l'imaginaire touristique ou de l'imaginaire agricole. Par exemple, pendant longtemps, on parlait des fruits du Rhône, il y avait vraiment l'idée que le Valais était un espace rhodanien, il y avait les fêtes du Rhône qui sont organisées une année à Arles, une année à Lyon, à Genève, étaient organisées à Sierre, étaient organisées à Monté, donc le Valais faisait partie de cet espace du Rhône, il y avait Frigo Rhône, il y avait Rhône Média. Sur la publicité, le logo de la publicité, c'était la plaine du Rhône avec ces deux, le logo de Valais Valise Promotion. Aujourd'hui, Valais Valise Promotion, c'est plus que le Cervin. Le Frigo Rhône s'appelle la montagne. Le logo de Frigo Rhône, c'est la communication, c'est une montagne. Vous regardez un Cervin avec des fraises qui tournent autour du Cervin. Donc on n'utilise pas le Rhône, la plaine du Rhône, alors que dans l'imaginaire, notamment francophone, les côtes du Rhône, la plaine du Rhône, ça fait appel à la gastronomie, ça fait appel au vin, on s'est complètement coupé. Donc ce travail-là, aujourd'hui, il devrait être refait. Il y a que quelques poètes, justement, qui sont décédés en plus, Raymond Farquet ou Maurice Darmatel ou d'autres, qui parlaient de cette plaine du Rhône, de ce Rhône d'aujourd'hui, des vergers en fleurs. Il y a des choses qui sont absolument magnifiques dans la communication. On devrait utiliser beaucoup plus cette richesse du Valais agricole, mais c'est la vigne, je pourrais dire c'est le vin et les fromages qui ont pris le dessus sur les produits de la plaine, donc les pommes, les asperges, les tomates et tout ça. Mais peut-être pour compléter par rapport à l'actualité, on est en train de développer maintenant une réflexion avec Valais Valise Promotion, justement, dans l'idée de faire du Rhône peut-être un produit touristique, un complément de produits à ce qui existe déjà en Valais, ou de fédérer des produits touristiques existants, parce que le Rhône a la particularité de lier ou de potentiellement lier des offres touristiques dans la situation actuelle. Dans la situation future, vous avez vu le potentiel avec les images qu'on a vues tout à l'heure, mais aussi dans la situation intermédiaire, puisqu'on pourrait faire peut-être des chantiers du Rhône aussi, quelque chose d'attractif. Les gens viennent de loin, il y a des Russes, des Chinois, des Suisses allemands qui sont venus chez nous pour voir nos travaux de troisième correction du Rhône. Donc peut-être que là, il y a quelque chose à faire. Donnez le micro. Michel Rosset, je voudrais juste vous demander s'il y a une potentialité dans les années à venir, 10 ans ou comme ça plus, de navigation sur le Rhône, des petits canaux à moteur pour les pêcheurs par exemple ou pour les touristes. C'est une question qu'on a traitée spécifiquement. Malheureusement, la dynamique du cours d'eau alpin de montagne à l'amont du lac Léman, donc avant qu'il se tranquillise dans le Léman, fait que le fond du Rhône est quand même très très proche. En hiver, il y a très peu d'eau. En été, quand il y a beaucoup d'eau, il y a des flottants, il y a des bois, il y a des blocs qui se déplacent. Donc la navigabilité, elle est très très limitée. C'est du rafting, du kayak. Aujourd'hui, on peut remonter en barge sur les derniers 500 mètres, le dernier kilomètre à l'amont du Léman. Après, ça devient trop, j'ai envie de dire, torrentiel. Alors c'est vrai qu'on parle d'un fleuve, mais c'est un fleuve alpin. Pour bien des collègues français, le Rhône d'ailleurs a sa source au Léman. À l'amont, on parle plus d'un torrent pour eux que d'un fleuve. Oui, c'est marrant, cette perception pour les Français, le Haut-Rhône, c'est la partie comprise entre Lyon et Genève. Donc, pour eux, effectivement, la vallée du Rhône, c'est un torrent. Le Rhône commence plus tard. Oui, ça fonctionne. Bon, voilà, Tom Batin, je suis directeur des écosystèmes, du laboratoire des écosystèmes fluviaux à l'EPFL. Voilà.
Voilà, ce que j'observe ici, et je suis très impressionné par les modélisations et du film que vous avez montré, mais je suis encore beaucoup plus impressionné par la puissance du Rhône. Et le Rhône a trouvé son chemin, et le Rhône a sculpté le paysage pendant des millions d'années. Et ce que j'observe ici, c'est un peu un fantasme des ingénieurs. C'est le fantasme des ingénieurs de dompter un processus qui a survécu des millions d'années. Alors, ce que j'observe ici, mais aussi dans d'autres cas ou dans d'autres pays, en fait, on essaye de transposer un problème de l'amont vers l'aval. Et ça, ce n'est pas la bonne solution. Mais il y a de la chance ici parce qu'il y a un grand lac en aval. Ça, c'est bien. Mais maintenant, pourquoi on ne se tourne pas un peu et on regarde où sont les problèmes en amont, puisqu'il y en a. Et on n'en a pas parlé ici maintenant. C'est parce que ce n'est pas seulement le Rhône, le système linéaire dans le Valais, mais on parle de tout le réseau des flux, des fleuves, des petits ruisseaux en amont. Mais là aussi, lorsqu'on regarde, on les a régulés. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Puisque l'eau ne provient pas seulement du ciel, mais l'eau provient de tout ce réseau en amont. Alors, lorsqu'on donne des chances en amont d'augmenter la rétention déjà là, on ne va pas avoir des crues comme on les voit maintenant, par exemple. Alors, je crois que le problème, c'est aussi en amont. Alors, juste pour me permettre, on n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le propos aujourd'hui, perspective historique et économique. Mais on va répondre à cette question. Alors, je vous invite de la formuler en une phrase, afin que M. Arborino vous réponde. Juste pour bien comprendre, mais déjà loin pour comprendre. C'est bon? Ok. Moi, j'ai compris, je réponds volontiers. Sur l'histoire de la possibilité de réguler ou non le fleuve par rapport à la dynamique naturelle. Aujourd'hui, la solution qui est mise en œuvre, c'est une solution technique, c'est vrai, avec 2 digues qui sont solides, mais entre deux, on rétablit une largeur du cours d'eau, qui est la largeur de régime, qui est la largeur naturelle, qui est celle qu'on voit à Finges, qui est libre de gravier et de végétation, qui permet le rétablissement d'une dynamique alluviale. Les options consistant à supprimer totalement les digues et puis à laisser le Rhône revenir à l'état avant la première correction du Rhône n'étant pas acceptable à cause du développement dans la plaine du Rhône. Donc cette voie intermédiaire, elle est très intéressante, puis elle amène beaucoup de réponses en termes de morphologie naturelle, soit sur les graviers, soit sur les aspects aussi pour les plantes. Et puis par rapport à la situation où l'idée est de bloquer les crues à l'amont, de retenir à l'amont, on met ça en œuvre à travers les barrages, c'est une première chose. Les affluents jouent leur rôle, c'est juste. Il ne faut pas oublier qu'on est très très à l'amont nous-mêmes du bassin versant. Et pour se rendre compte de ce qu'il faudrait retenir, parce que tout le monde a étudié cette question. Quand on est sur le Chablais, on nous demande pourquoi on ne fait pas un barrage à Saint-Maurice pour stocker l'eau, pour éviter que ça déborde dans le Chablais. Les Valaisans du Valais roman demandent pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un barrage à l'aval des îles... comment ça s'appelle, à l'aval de la Souste pour pouvoir stocker l'eau à l'amont puis éviter que ça déborde sur le Valais roman. Finalement, les ordres de grandeur, c'est les ordres de grandeur qui sont importants. La crue du Rhône en octobre 2000, ça représente une tranche de 50 cm d'eau du Léman. C'est ça qu'il faudrait stocker si on ne veut pas avoir d'inondation dans la plaine du Rhône. Ce sont des ordres de grandeur gigantesques. Ça veut dire que la solution qui consiste à dire on ne veut pas faire transiter la crue à l'aval revient à inonder le Valais parce que c'est la seule partie plate où on peut stocker de l'eau pour éviter les crues. Alors, nous allons conclure. Il nous reste une petite minute. Élargir et creuser afin d'améliorer la sécurité, tenir compte des crues extrêmes. Tony Arborino, promis, il n'y aura plus jamais de débordement en Valais. Alors en fait, on est plus modeste que ça. On prévoit un système de sécurité à plusieurs niveaux. Une protection complète de la plaine du Rhône pour des crues comme on a vu en octobre 2000, plus 20%. Et puis après, quand il y a des crues vraiment extrêmes, s'il y a un jour, une fois et demi, la crue d'octobre 2000, à ce moment-là, on protège l'essentiel. À ce moment-là, les villes, les centres habités denses, les centres industriels seront protégés et on aura un débordement résiduel de quelques dizaines de centimètres dans la plaine du Rhône, limité par des arrière-digues. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer un projet robuste qui permet d'intégrer aussi, on en parlera durant la journée, les incertitudes et les changements climatiques. Gabriel Binder, vous voulez conclure? Oui, je dirais qu'il y aura une 4e correction du Rhône
dans un siècle. Chaque projet a quand même fonctionné plus ou moins bien à peu près un siècle. Et je ne pense pas que Tony Arborino, parce qu'ils avaient tous la sûreté et la certitude d'être le dernier, ben non, il va être suivi. Il va être suivi par un autre. Voilà. Je peux compléter si j'ose. Nous, on a prévu des mises à jour. En fait, c'est ça l'astuce. C'est qu'on veut pas. C'est un système qui marche très bien, les mises à jour. On veut faire ensuite, si c'est nécessaire, 3.1, 3.2, 3.3, correction du Rhône. On a prévu des arrière-digues, des digues submersibles. C'est tous ces systèmes qui vont permettre d'encaisser plus d'eau ou des changements climatiques sans changer fondamentalement le système qu'on met sur pied aujourd'hui. Donc, on est beaucoup plus modeste. Il y aura des évolutions, mais on essaie d'éviter les évolutions majeures. Merci à vous trois, j'ai passé un excellent moment, j'espère que vous aussi. Voilà pour ce premier chapitre.